Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. C'est un sujet qui prend beaucoup de place dans les médias, qui prend beaucoup de place dans les discussions aussi qu'on a en famille, entre amis, entre propriétaires de voitures électriques également. C'est cette polarisation-là qui est en train de se vivre, particulièrement à l'égard de Elon Musk, par ricochet de Tesla, face, je devrais dire, à l'implication politique que Elon Musk a eue dans la campagne présidentielle, donc avant l'élection de Trump et maintenant que M. Trump est élu, le positionnement ou la place que prend Elon Musk dans tout ça. Les gens réagissent fortement, à tort ou à raison, mais je me suis posé la question, quels étaient les effets concrets de tout ça et surtout comment ça s'est vécu du côté de ceux qui possèdent des voitures Tesla ou plus particulièrement, et là aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi Stéphane Pascalon qui est président du Club Tesla Québec pour en parler. Comment c'est vécu lorsqu'on est un club qui représente une marque aussi mythique qu'est Tesla? Donc bonjour Stéphane et merci d'avoir accepté de parler avec nous. Bonjour Martin, ça fait plaisir, il n'y a pas de problème. Écoute, ben oui, puis je le dis d'entrée de jeu, des fois quand il y a des questions délicates comme ça, il y a des gens qui se défilent, mais absolument pas, c'est absolument pas votre cas. Vous avez répondu rapidement pour venir nous parler, donc je suis bien content de tout ça. Donc Stéphane, juste pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es président du Club Tesla Québec. Qu'est-ce que le Club Tesla Québec? Oui, alors le Club Tesla Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif dans sa mission de rassembler les propriétaires pour à la fois faire la promotion des véhicules électriques et aussi être une courroie de transmission pour permettre une meilleure connaissance, compréhension et utilisation des véhicules. Les gens qui font l'acquisition d'une Tesla, ça reste qu'ils achètent quand même un véhicule qui est complexe à maîtriser parce qu'il change un peu le paradigme de la voiture qu'ils avaient habituellement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos membres pour tirer le meilleur profit de leur automobile et de toutes les fonctionnalités parce que ils font l'acquisition d'une nouvelle technologie et on a la chance d'avoir beaucoup d'expérience sur ces véhicules-là, donc on peut les aider. Et en échangeant, ça leur permet de profiter au maximum de leur véhicule. Donc, vous êtes un club de propriétaires de voitures Tesla. Et est-ce que vous avez des liens, puis je le dis par transparence, est-ce que vous avez un lien avec l'entreprise Tesla? Alors, on n'a pas de lien économique et on n'a pas d'intérêt envers Tesla. On travaille avec Tesla parce que on avait certaines des échanges pendant des salons où ils nous prêtaient des voitures, par exemple, plutôt que de mettre une voiture propriétaire. Ça permet de mieux présenter les véhicules aux clients parce que ça leur permet de s'asseoir dedans, etc. Donc, ça nous permettait de donner plus d'informations. Donc, on travaille quand même, on a une bonne entente avec les équipes de chez Tesla, mais on n'a pas d'intérêt chez Tesla et on n'a aucun bénéfice à travailler pour eux. Là, on fait ça tout bénévolement parce que on a un plaisir à partager l'expérience de rouler en Tesla. Excellent. Bon, écoute, puis moi, d'entrée de jeu, je fais un autre positionnement officiel pour que les auditeurs, ça soit très clair. Donc, je pense qu'il est important dans tout ce débat-là, ça devient rapidement émotif, puis quand on est émotif, là, des fois, les gens s'emballent, s'emportent. Je pense que en tout cas, la mission de Silence on roule, c'est de donner l'information la plus neutre possible. On n'est ni pour ni contre rien. On donne l'information sur ce qui est, les bons, les mauvais côtés de chacune des voitures. Et dans le cas présent, je pense qu'il va être important de savoir faire la différence entre un être humain, une personne maintenant qui a un rôle ou un travail comme actionnaire ou comme personne qui a un rôle dans l'entreprise Tesla et la voiture, la marque elle-même. C'est trois choses totalement séparées. Évidemment, on entremêle
mêle un peu tout, puis on va en parler un peu. C'est difficile parfois de séparer l'un de l'autre pour plein de bonnes ou de moins bonnes raisons, mais en tout cas, nous, dans l'entrevue, on va essayer de séparer tout ça, puis d'être le plus objectif possible, puis de parler le plus froidement. Stéphane, ma première question pour vous autres, c'est à partir du moment où on a vu, et ça s'est fait d'une façon un peu, c'est un peu étrange, là, toute cette campagne électorale-là, puis tout ce qui se passe, on essaie de l'interpréter, puis de donner de la logique là-dedans, puis finalement, on finit par abandonner, puis se dire, arrêtons de chercher les choses logiques là-dedans. Mais on a vu tranquillement, pas vite, apparaître une complicité, puis maintenant, en bout de piste, une implication assez claire, nette et précise d'Elon Musk dans la campagne du président Trump. Comment, de votre côté, vous avez vu vous avez vu Elon sortir de l'ombre et commencer à se rapprocher puis d'être présent dans la campagne électorale? Comment vous avez perçu ça de votre côté? Nous, on l'a vu arriver comme tout le monde à travers les médias. Là, on n'avait pas d'informations plus qu'autre chose par rapport à ça. Ce qu'on voit, puis ce qu'on ressent à travers les échanges de plusieurs membres, c'est qu'il y a une grande partie qui ont été déçus. Et en fait, il y a une grosse déception des gens qui suivaient Elon Musk pour sa vision, qui avait sa vision d'un futur plus neutre en carbone, d'un moyen de transport plus intelligent, plus respectueux de notre environnement, etc. Et puis là, il est associé avec un peu une personne qui est aux antipodes de cette vision-là. Et donc, ça a créé forcément une énorme déception parmi de très nombreux membres. Alors, je voudrais quand même relativiser les choses, c'est que on est le club Tesla Québec et on n'est pas le club Elon Musk Québec, d'accord? Donc, il y a, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un lien très fort entre les deux qui est fait, mais Tesla reste une entreprise qui a quand même une certaine indépendance par rapport à Elon Musk. Même si ils ont un lien très fort à l'origine, aujourd'hui, ce lien est moins fort. Et les early adopters de Tesla étaient généralement des fans d'Elon Musk, mais dans les acheteurs plus récents de Tesla, les gens achetaient la Tesla parce que le véhicule était un produit qui répondait à leurs besoins et pas parce qu'ils étaient fans d'Elon Musk du tout. Maintenant, le changement d'attitude d'Elon Musk crée des déceptions, crée une perte de fierté d'avoir une Tesla. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient fiers d'avoir une Tesla parce que c'était un véhicule qui était un peu iconique, etc., en termes de véhicule électrique, qui aujourd'hui devient un peu le bouc émissaire de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est là où c'est un peu décevant, c'est que finalement, et les propriétaires de Tesla avaient acheté un produit prestigieux, et aujourd'hui, ils se trouvent avec un produit qui est le mouton noir un petit peu. Oui. On va revenir justement à cette déception-là, puis la réaction des gens face à ce qui se passe. Il faut quand même rappeler, Stéphane, qu'au fil des dernières années, on a pu quand même, et moi j'étais de ceux, il y a peut-être une dizaine d'années ou à peu près, on parlait d'Elon Musk, puis on nous accusait presque là de lui vouer un culte quasi religieux. Des livres ont été écrits sur lui, sa vision exceptionnelle, sa façon d'entrevoir les entreprises, d'entrevoir le futur. Et je devrais dire, la façon qu'il avait et qu'il a probablement toujours de faire ce qu'il faut pour atteindre les objectifs ou les visions qui sont parfois déconnectées de ce qu'on est habitué de voir, mais il met en place tous les morceaux pour être capable de s'y rendre. Mais on a vu dans les dernières années de plus en plus de frasques, de drôles de décisions, de sorties publiques plus ou moins habiles. Autant avant, on trouvait qu'une de ses grandes forces, c'était de ne pas utiliser les moyens de communication traditionnels puis d'utiliser la puissance des produits qu'il mettait sur le marché comme unique publicité. Mais tranquillement, pas vite, il met à faire des apparitions dans des événements télé, radio puis tout ça. Puis whoops, là, il perdait peut-être un peu de son lustre. En fait, ce qu'on observe maintenant, on peut être déçu, mais c'est quand même pas une surprise. Il y a quelqu'un qui me disait, puis je te laisse répondre suite à ça, il y a quelqu'un qui me dit, on a toujours su qu'il était un peu spécial. Maintenant, on a l'impression qu'il est carrément tombé sur la tête, mais ça fait longtemps qu'on le sait qu'il est un peu étrange, là, tu sais. Puis je veux même pas entrer dans le côté de peut-être de problèmes neurologiques qu'il aurait, là, et qu'il a déjà mentionné, mais ça reste que c'est un personnage qui commençait tranquillement, même avant la campagne, à perdre un peu de son lustre, non? Ouais, en fait, puis je veux pas juger Elon Musk pour quoi que ce soit.
Il y a une expression qui dit quand le génie frise la folie, et puis je pense que c'est un peu ça. C'est des personnes qui ont des idées extravagantes sortent du cadre, et je pense que Elon Musk, de par la richesse qu'il a acquise, de par la notoriété qu'il a acquise, ça, je veux pas dire que ça lui a monté à la tête parce que c'est pas le cas, mais euh, ça l'a fait dériver d'une certaine manière, et il a probablement évolué d'une manière à laquelle on s'attendait pas qu'il évolue. Donc, tu sais, je voudrais nullement minimiser comment il évolue. Euh, et puis, ben, chacun peut juger à sa manière de comment il évolue. Moi, je pense qu'il a, tu sais, de ma perception, comme je le disais tout à l'heure, et puis ce qu'on voit à travers les membres qu'on entend, c'est qu'il a déçu beaucoup de monde, et que ces dérives-là, ça reste les dérives d'un seul homme, là, et il n'y a pas tout le monde qui suit cette dérive-là. Donc, en fait, ça montre que les propriétaires de Tesla font preuve de jugement. Les propriétaires de Tesla sont capables de dissocier le véhicule de la personne. Et à partir de là, ben, pour nous, c'est rassurant. Ça veut dire que les gens croient encore au produit, et ils pensent que cette voiture électrique reste un bon véhicule électrique qui, lui, va pouvoir faire des changements qu'Elon Musk voyait il y a 15 ans ou 20 ans, ou présenté il y a 15 ans ou 20 ans. Ah, tout à fait. Et puis, je pense que on peut admettre sans trop de problème que les belles qualités que les voitures Tesla avaient il y a 1 an ou 2, elles les ont encore et encore plus. Je veux dire, c'est une voiture qui s'améliore de plus en plus, donc ça n'a pas d'impact là-dessus. Par contre, il y a un proverbe qui dit "Perception is reality". Parfois, quand on a des mauvaises perceptions de quelque chose, ça nous amène à voir la réalité d'une autre façon. Et justement, on lit un peu partout que les ventes de Tesla sont en baisse en Europe de façon assez marquée. Ici, Stéphane, est-ce que tu sais s'il y a des impacts, des répercussions au niveau des ventes qui sont tangibles au niveau de Tesla au Québec? Alors, ben pour l'instant, on n'a pas les chiffres de début 2025 encore. Il y a plusieurs facteurs qui jouent au Québec, parce que on a à la fois perdu l'incitatif fédéral à l'achat, on a perdu l'incitatif provincial depuis le mois de février. Il y a l'arrivée de la nouvelle modèle Y qui est attendue. Il y a eu une hausse des prix à cause de la variation du prix du dollar, etc. Donc, quand tu cumules tous ces facteurs, et puis qu'en plus tu rajoutes le facteur Elon Musk, ben oui, il y a clairement une perte de la demande. Là, ce qu'on comprend de Tesla, c'est que l'engouement qu'il y avait en novembre, décembre pour profiter des incitatifs, il est plus là. Maintenant, à quoi l'attribuer? C'est très difficile Ouais. de dire quel facteur l'emporte là-dedans. Donc, euh, oui, pour les gens qui ont conservé leurs actions Tesla, les ventes vont chuter en début 2025, c'est certain. Ouais, c'est certain. Il y a un impact sur l'image de la marque. C'est-à-dire que tu l'as dit tantôt, les gens avaient une fierté de rouler en Tesla. Ben là, c'est venu peut-être jouer sur cette fierté-là. On aime autant notre voiture en termes de performance puis du plaisir de conduite qu'elle nous donne. Par contre, on avait une certaine fierté à dire, moi, j'ai une Tesla. Puis là, ben, on se garde une petite gêne. Il y a eu des événements dernièrement où même j'étais surpris d'entendre quelqu'un qui était avec moi dire, ouais, non, je laisse plus ma voiture là. Avec ce qui se passe, là, il y avait presque peur qu'il se passe quelque chose que quelqu'un s'en prenne à sa voiture parce que la personne avait un Cybertruck, puis c'est une voiture qui fait quand même, ne serait-ce qu'en elle-même, de par son look, fait jaser, attire l'attention. Puis avec le contexte avec Elon Musk, tout ça, ça arrive que je me fais dire des choses pas très gentilles. Donc, on sent qu'il y a une espèce de crainte. Est-ce que vous avez vécu, et puis on voit des gens qui le disent sur Internet d'ailleurs, vous avez vu des membres, par exemple, qui ont décidé de vendre leur voiture ou de reporter un projet d'achat de voiture dû à ces événements-là, ou c'est uniquement économique? Là, je comprends que ça coûte plus cher acheter une Tesla aujourd'hui qu'il y a 2 mois pour plein de raisons de subvention, mais est-ce qu'il y a des gens, pour des raisons de valeur personnelle, ont décidé de vendre leur voiture? Ouais, ben en fait, ça dérange clairement beaucoup de monde. Donc oui, on a entendu certains membres qui ont vendu leur voiture. On a entendu certains membres qui voulaient vendre leur voiture, et puis en réfléchissant, ils se sont dit, ben là, j'ai pas d'autres voitures électriques qui correspondent à ce que je souhaite, donc je préfère garder ma Tesla.
parce que ils pensaient même certains retourner à l'essence, mais à un moment donné, ils se sont dit, ben, l'engagement que j'ai pris par rapport à l'électrification des transports est plus importante que l'image de la Tesla. Donc, j'allais dire, c'est assez marginal le nombre de personnes qui ont vendu leur voiture. D'accord, il y a quand même un côté économique par rapport à ça. Ça a un coût. Donc, oui, le véhicule qu'on possède nous représente. Oui, il passe il donne une certaine image, mais de là à aller le vendre, c'est plus difficile. Par contre, on voit beaucoup plus, c'est des gens qui disent, si je rachète une voiture dans le futur, ça sera probablement pas une Tesla. D'accord? Donc, il y en a beaucoup qui disent, ben, si les choses restent telles qu'elles sont aujourd'hui, au moment où je vais être amené à changer ma Tesla, ben, probablement que je rachèterai un autre véhicule électrique. OK. Donc, il y a un désaveu, mais pas assez grand pour dire je me débarrasse de la voiture puis je précipite un achat d'un véhicule qui me convient pas. Faut aussi dire que maintenant, quelqu'un qui a une Tesla depuis une ou des Tesla depuis quelques années, qui décide de ne pas renouveler avec une Tesla, aura quand même l'embarras du choix puis de véhicules technologiquement avancés. Il y a beaucoup de choix intéressants qui n'étaient pas là il y a quelques années à peine. Hein? Quand tu tombais de Tesla à une Nissan Leaf, là, il y avait comme un écart assez grand entre les deux. Là. Exactement. Quand on remonte en 2013, on peut se dire, ben oui, la Tesla faisait du sens parce que c'était le seul véhicule qui offrait la multitude des fonctionnalités qu'on peut attendre. Rendu en 2025, il y a énormément d'alternatives qui existent. Puis d'ailleurs, Tesla le vit déjà au Québec. C'est un des marchés qui est le plus difficile pour Tesla par rapport aux autres marques. Hein, donc, en Californie, je pense que près de 50% des voitures qui roulent, des voitures électriques qui roulent en Californie sont des Tesla, voire même un petit peu plus. Alors qu'au Québec, c'est en bas de 25% ou c'est aux environs de 25%. D'accord? Donc, ça, c'est quand même très intéressant de voir qu'il existe d'autres alternatives. Ça reste que, bon, quand on achète une voiture, quand on achète une Tesla en particulier, ben, c'est pas forcément pour changer au bout de 2 ans. Donc, les gens qui ont soit un prêt sur leur véhicule, soit qui ont un engagement de location sur leur véhicule, ben, ils vont attendre la fin pour le changer. Et puis, ça sert à rien de précipiter les choses. C'est très émotionnel. Oui, on a entendu des cas de vandalisme qui sont quand même très peu importants, je dirais. Il y a des gens qui nous ont parlé, qui nous ont dit, on m'a fait des doigts d'honneur, je me suis fait couper sur la route, etc. Mais j'allais dire, on était en 2014 et puis on vivait ce genre de choses avec des gens qui avaient des gros pick-up à gaz et puis qui trouvaient qu'on faisait un statement vers l'électrification des transports qui était pas très clair. Donc, il y a toujours une faible proportion de la population qui va réagir de manière émotive. Puis le mieux, ben, c'est de rester un peu profil bas, puis de continuer à se dire, ben, et moi, je fais mon effort pour l'électrification des transports, particulièrement au Québec. Finalement, en roulant dans un véhicule électrique, ben, j'achète pas de pétrole américain. D'accord? Donc, c'est un autre moyen. Si vraiment je voudrais combattre l'administration Trump et Elon Musk, ben, je conserve ma voiture, j'en achète pas une autre, puis je continue à consommer de l'électricité du Québec. C'est peut-être le meilleur positionnement qu'on peut avoir. Tout à fait. Et parlant de positionnement, justement, est-ce que le Club Tesla Québec a dû prendre une position officielle face à la situation ou vous regardez ça un peu de l'extérieur? Si vos membres vous posent des questions, vous répondez, mais avez-vous senti le besoin de formellement vous positionner? J'imagine que les médias ont dû vous contacter. On ne doit sûrement pas être les premiers à vous poser des questions là-dessus. Oui, ben, on a eu pas mal de demandes de la part des médias et en fait, bon, nous, on a senti le besoin auprès de nos membres de faire un petit sondage en interne. Donc, en fait, on a fait un sondage en interne pour savoir comment les gens se positionnaient par rapport à ça. Et dans ce sondage, on l'a fait très simple pour être capable d'avoir des réponses rapidement. Ce qu'on a vu quand même, c'est qu'il y a près, pas 50%, mais il y a 47% de nos membres ou quelque chose comme ça qui ont répondu. Donc, ça veut dire que ça mobilise beaucoup de monde, d'accord? Parce qu'en général, quand on lance un sondage, on a 15 ou 20% des gens qui répondent, mais c'est rarement plus. Donc là, on a quand même eu près de 50% des gens qui ont répondu. Donc, ça veut dire que ça concerne vraiment les gens. Les gens se sentent concernés par ce problème. Et les résultats qu'on a eu là-dedans, c'est que plus de 80% des gens souhaitent se dissocier des agissements d'Elon Musk. Donc, les gens voudraient clairement,
Tout le monde est d'avis que, ben, comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, Elon Musk, c'est une personne, et puis les Tesla, c'est une autre chose. Puis on voudrait vraiment dissocier ça. Puis l'autre question qui était quand même intéressante, c'est que euh, bon, c'est proche de 50-50, mais malgré tout, la majorité des membres souhaitent continuer à aider le public à mieux connaître les Tesla, d'accord? Mais malgré tout, ils sont plus très à l'aise à participer à des événements qui pousseraient Tesla, etc. Donc, les gens vont continuer à parler en bien de leurs produits, mais beaucoup moins publiquement et beaucoup Ouais. moins. Parce que ce qu'on entend beaucoup dernièrement, Stéphane, c'est les gens disent on comprend que Elon Musk, c'est une chose, entreprise, c'en est une autre. Il faut dissocier les deux. Par contre, acheter, c'est voter. Et sachant qu'Elon Musk est un actionnaire quand même important de Tesla, quand on achète des Tesla, on se trouve à rapporter, à contribuer à financer Elon Musk. Donc, c'est un peu comme ça que les gens le perçoivent. Donc, c'est un peu une position un peu inconfortable où on aimerait continuer à promouvoir le véhicule sans pour autant aider l'individu, mais les deux sont intimement liés par des liens financiers assez forts quand même. Alors, pour les gens qui ont déjà acheté une Tesla, ben, ça change rien, d'accord? Donc, moi, c'est ce que je dis à ceux qui veulent réagir. Je leur dis, ben, vendre votre voiture, c'est une chose, mais finalement, vous allez juste contaminer quelqu'un d'autre avec une Tesla qui va la racheter à un moment donné. Ouais. Et qui va aimer ça aussi, là, donc c'est un peu dangereux. Donc le meilleur moyen, c'est probablement de se départir de ces actions Tesla pour ceux qui en ont. Ça, c'est déjà un bon moyen de voter aussi en disant, ben moi, je n'appuie plus en investissant dans cette entreprise-là. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est que beaucoup de monde disent, ben moi, ma prochaine voiture ne sera pas une Tesla. Hein, mais il faut bien comprendre que ceux qui ont acheté une Tesla, ils vont pas de la vendre demain, ça va pas Non, non, changer tout à fait. quoi que ce soit vis-à-vis d'Elon Musk. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une baisse de vente chez Tesla, mais il y a des gens pour qui, malgré tout, ils se disent, bon, ben, Elon Musk possède aujourd'hui moins de 20% de l'entreprise en termes d'actions. Il est plus l'actionnaire principal et il y a il y a beaucoup d'autres actionnaires, entre autres des fonds d'investissement pour lesquels on a peut-être des parts à l'intérieur pour ceux qui ont des REER ou quoi que ce soit là. Et finalement, c'est ces gens-là qui ont investi dans Tesla parce que Tesla fait la promotion de l'électrification des transports et ça reste le message qui est important, hein, c'est de se dire aujourd'hui au Québec, voter en 2025 avec son automobile, ben, c'est sûrement d'acheter un véhicule électrique plutôt que d'acheter un véhicule à essence. Donc c'est ça qui est important. Après, dans les véhicules électriques, il y a du choix autre que Tesla Tout à aujourd'hui. fait. Justement, parlons de cet aspect-là qu'il y a d'autres types de véhicules, puis je te ramène sur le fait que là, qu'on cible beaucoup Tesla. En fait, pour moi, il y a deux choses, là, puis tu me diras comment tu vois ça, mais il y a l'espèce de positionnement face à Elon Musk qui, là, forcément nous amène vers Tesla. Mais il y a également une autre réaction qui est celle des Québécois, des Canadiens, en fait, je devrais dire, hein, qui réagissent face aux menaces d'imposition de taxes du gouvernement américain et qui disent, bon, ben, on n'achètera plus américain. Mais dans cette foulée-là de dire on n'achètera plus américain, on va acheter canadien, on cible quand même presque uniquement Tesla. On a même entendu des politiciens dire on va boycotter Tesla pour combattre cette taxe de 25 %-là ou des frais de douane, alors qu'on sait très bien que GM, Ford, Rivian sont des entreprises américaines, mais on n'en parle pas, on semble. Est-ce que le focus est un peu trop mis, que Tesla ne devient pas le bouc émissaire de toutes les représailles qu'on veut mettre en place contre le gouvernement américain? Oui, en effet, c'est un peu exagéré. Par contre, c'est un peu logique aussi parce que la visibilité que Elon Musk prend aux côtés de Donald Trump fait que les associations se font très rapidement. Ouais. Et donc, ben, si on veut quelque chose qui médiatiquement a une retombée ou soit visible, c'est certain que de cibler Tesla, c'est bien plus important. Euh, je pense, et puis il faut qu'on le regarde d'un point de vue économique au Québec. Le pétrole représente quand même 14 milliards d'exportations de dollars, d'accord? On consomme 8 milliards de litres d'essence par année, d'accord? Donc c'est 14 milliards qu'on exporte de chaque année à l'extérieur de la province. Il y en a la moitié, c'est du pétrole canadien, mais l'autre moitié, c'est du pétrole américain. Donc, il y a quand même 7 milliards de dollars qu'on offre aux Américains en consommant de l'essence.
Si on roule avec des véhicules électriques au Québec, et puis il y en a qui sont fabriqués aux États-Unis là-dedans, puis ça reste des très bons véhicules parce que Chevrolet offre de très bons véhicules, mais on peut acheter des Kia, des Hyundai et d'autres véhicules aussi qui sont excellents au niveau électrique. Là aussi, on peut voter contre l'administration américaine en leur disant, ben, OK, vous voulez qu'on soit indépendant énergétiquement, on va l'être. Vous voulez qu'on soit indépendant là-dedans, on va l'être. Après, les tarifs, et puis l'objectif du Club Tesla, c'est absolument pas faire de politique, mais on se pose la question parce que dans les Tesla, on utilise de l'aluminium qui vient du Canada. Et puis on a Verbum, qui est une des compagnies canadiennes qui est à Sherbrooke, québécoise qui est à Sherbrooke, qui fait des pièces de la carrosserie des Tesla en aluminium. Et donc, on est directement impacté, mais ça impacte directement Tesla aussi. Donc, c'est très... Je suis pas économiste et puis je suis pas assez connaissant pour être capable de mesurer les impacts, etc. Mais clairement, il faut qu'on arrive à se départir un petit peu de ça puis se dire, notre objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif, c'est d'être indépendant énergétiquement sur les transports et c'est ça qu'on regarde et c'est le meilleur moyen de voter. Tout à fait. On arrive à la fin, Stéphane. Peut-être un dernier point. L'avenir nous réserve quoi? C'est-à-dire que si Musk continue à prendre de la place comme il le prend, si les gens continuent à réagir de façon épidermique comme ils le font, et donc que l'impact sur l'entreprise continue à s'accentuer, qu'est-ce qui va arriver? Comment Tesla va réagir? Est-ce que l'entreprise Tesla peut perdurer longtemps avec un personnage comme Musk qui est très associé, qui prend énormément de place et qui nuit à la marque? Comment l'entreprise va réagir dans le futur, tu penses? C'est quoi la suite? Alors, on a appris une chose dans les dernières semaines, c'est qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, c'est bien difficile de prédire qu'est-ce qui va se passer. On voit toutes sortes de choses. Peut-être que l'État américain va acheter tout plein de Tesla et puis va faire vivre la compagnie juste sur le marché américain. C'est pas le marché québécois qui va changer grand-chose à ce qui se passe chez Tesla. Il faut beaucoup plus regarder du côté de la Chine, qu'est-ce qui se passe avec comment Tesla, par rapport à des BYD de ce monde, etc., va se positionner sur ces marchés-là qui sont beaucoup plus importants. D'accord? Donc, pour nous, à notre échelle, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'arriver à continuer à garder l'objectif de 2035, 100% de véhicules électriques dans les ventes de véhicules neufs. D'accord? De continuer à se dire, au Québec, on voudrait favoriser l'utilisation de notre électricité, réduire notre consommation de pétrole. Et puis, si on garde cet objectif-là et puis qu'on travaille ensemble, plutôt que de commencer à faire des clivages autour d'une personne, d'accord, on ira beaucoup plus loin comme ça. Donc, l'idée, c'est de se dire, arrêtons de se bloquer sur des associations faciles, d'accord? Et puis travaillons sur nos objectifs à long terme qui sont de continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et d'offrir un futur qui sera meilleur, qui lui sera permanent, d'accord? Ce qui se passe aux États-Unis, normalement, ça devrait durer que 4 ans, d'accord? Donc c'est long, mais c'est pas si long que ça à l'échelle de ce qu'on regarde. Donc, ça veut dire qu'en 2029, on a terminé. Si on garde notre objectif de 2035, on sera quand même très bien par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est continuons à travailler ensemble, essayons de minimiser et puis de relativiser un petit peu les choses. Et puis, j'espère que en 2035, le Québec sera encore plus électrifié que ce qu'on pense. Ah, on l'espère aussi. Écoute, je ne peux faire autrement que de te remercier, Stéphane, pour ta disponibilité aujourd'hui. Je pense que les auditeurs ont pu voir à quel point le Club Tesla Québec qui est à la fois, je dirais, articulé et nuancé là-dedans. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais quand même, ça a été super bien exprimé. J'invite les gens qui auraient déjà une Tesla, mais qui ne connaissaient pas ou qui ne sont pas déjà membres du Club Tesla Québec. Vous allez sur clubteslaquebec.ca. Très facile. Vous allez avoir là l'information sur le club, ses activités et puis tout ça. Donc, on vous incite. C'est toujours bon là, de se regrouper puis ensemble être capable d'échanger puis de
d'être au fait de ce qui se passe. Puis je pense que le club Tesla Québec, depuis les tout débuts d'ailleurs, joue un rôle important et le joue bien. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci, Martin. Épisode hors série.